Regardons comment les cristaux se réarrangent en fonction des conditions de pression et de température qui varient lorsqu'une roche est portée à différentes profondeurs au sein du globe terrestre. Pour observer les roches, on utilise le microscope polarisant. Un microscope polarisant, c'est deux lentilles qui constituent l'objectif et l'oculaire qui permettent de faire converger des rayons lumineux pour observer un objet. Mais en plus, on rajoute un polariseur qui permet de ne faire varier, de ne sélectionner à travers ce réseau que les longueurs d'onde qui sont parallèles au réseau. Lorsqu'on met un analyseur parallèle, alors les ondes passent, mais à la percée, on obtient le noir, on dit qu'on est à la croisée, entre le polariseur et l'analyseur. On ne voit donc rien au niveau de l'oculaire, sauf si on place un minéral qui est capable de dévier les rayons lumineux. Auquel cas, on observe quelque chose à travers, ici, l'écran ou l'oculaire quand vous placez votre œil. Lorsqu'on tourne cet objet, celui-ci s'éteint tous les quarts de tour, et lorsqu'on le tourne, il va varier, on va avoir l'impression qu'il prend des couleurs particulières, et c'est là qu'il faut faire la différence entre les teintes de polarisation, qui correspondent à la façon dont le minéral va dévier, impacter les rayons lumineux, et la couleur qu'on observe lorsqu'on enlève l'analyseur. Donc la lumière est soit polarisée analysée. Par exemple, ici, un minéral pris en lumière polarisée mais non analysée, le même minéral pris en lumière polarisée analysée. On voit que la pâte qui est autour a changé de couleur, est plus sombre, mais le minéral, lui, a une teinte claire, aussi bien en teinte non polarisée et non analysée que polarisée et analysée. Cette forme classique, en forme de losange, là, c'est un minéral d'andalousite. Un autre exemple, où là on constate dès l'observation sans lumière analysée que on a un minéral plutôt blanc avec un fort relief, mais lorsqu'on le met en lumière analysée, alors celui-ci passe dans les teintes jaune-orangé. Là, il s'agit du distène. Et puis un dernier minéral qui lui est très blanc, sans grand relief, en lumière non analysée, mais qui en lumière analysée devient orange assez foncé, qui est assez reconnaissable, c'est silimanite. Si on regarde la composition atomique moléculaire de ces minéraux, on tombe sur la même formule, SiAl2O5. Donc ces trois minéraux différents ont la même formule chimique. Comment est-ce possible? Pour savoir comment sont agencés ces minéraux, on a recours à la diffraction aux rayons X. On place un minéral devant un faisceau de rayons X et on regarde sur l'écran, on obtient un cliché qui va varier en fonction de l'arrangement des atomes. Si on prend ici une photo célèbre, celle qui a été obtenue à partir de l'ADN, c'est grâce à cette structure et la façon dont l'hélice d'ADN diffracte le rayon X qu'on a pu déterminer sa structure en double hélice justement. En fait, les rayons arrivent et quand ils arrivent sur un atome, soit ils sont réfléchis ou diffractés, soit ils passent à travers et ça permet d'obtenir des enregistrements assez réguliers quand il s'agit d'un minéral. Ici, par exemple, la leucophensite est placée devant un canon à rayon X, puis qui éclaire un écran. Voici ce qu'on obtient comme enregistrement. Donc on voit très bien une structure hexagonale dans cet exemple-là. Ici, un exemple qui a été reconstitué à partir de ces enregistrements, à partir d'un grain de sel. C'est du NaCl, de la halite, du sel de mer. On observe un agencement entre les ions chlorure et sodium qui permet de reconstituer une structure cubique. Ici, d'autres structures qui s'intéressent aux silicates, qui sont les structures constitutives majoritairement des roches. Et le silicium, ici, est entouré par 4 oxygènes au sein d'un tétraèdre, ou bien l'aluminium, ici, lui, est mis au sein d'un octaèdre. Et ces agencements vont pouvoir varier. Un aluminium peut se trouver dans un tétraèdre ou dans un octaèdre, et la différence, c'est que les tétraèdres peuvent mettre quelques atomes d'oxygène en commun, alors que les octaèdres peuvent en mettre beaucoup plus, et donc ça aura une influence sur la densité d'atomes par millimètre cube. Donc vraiment la masse volumique de la roche. Ici, par diffraction au rayon X, on retrouve nos trois minéraux de tout à l'heure, qui ont la même formule, avec de l'aluminium, du silice et de l'oxygène, dans l'andalousite, la silimanite et le distène, qui se dit kyanite en anglais.
Ici, on voit qu'on n'a que des structures en octaèdres, ici des octaèdres et des tétraèdres, et ici pas mal d'octaèdres avec les tétraèdres de silice qui sont non représentés, mais on voit une grosse boule de silicium avec 4 atomes d'oxygène qui sont liés. Si on s'amuse à compter les atomes qui constituent ces mailles, on appelle ça une maille dans un réseau cristallin, en fait c'est ce système-là qui est répété à l'infini dans un minéral. Si je les compte avec Mesurym, je peux reconstituer le nombre d'atomes qui constituent une maille. On peut déterminer ensuite le volume d'une maille en multipliant longueur par largeur par hauteur, et du coup on a le volume d'une maille. On peut calculer la masse des atomes pour déterminer la densité théorique. Voici les formules que j'ai retrouvées avec Mesurym. Voici le volume des mailles qui a été fourni. Pour calculer la masse, je dois multiplier le nombre d'oxygène par sa masse molaire, 16 grammes pour une mole, 28 pour le nombre de silicium, sa masse molaire, et 27 pour le nombre d'aluminium. Ça, je le divise par le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre d'atomes dans une mole d'atomes. Ça me donne les résultats suivants, exprimés en grammes, et en divisant la masse par le volume, j'obtiens la masse volumique, qui me donne 3,15 pour l'andalousite, 3,25 grammes par millilitre pour la silimanite, et 3,66 grammes par millilitre pour le distène. La densité sera obtenue en divisant ce chiffre par 1 gramme par millilitre, la masse volumique de l'eau, ce qui donnera une densité de 3,15 pour le premier, 3,25 et 3,66 pour le dernier. Si je replace ces densités sur le tableau de stabilité des éléments en fonction de la profondeur et de la température, chaque minéral n'est pas stable dans n'importe quelle condition de pression et de température. Ici, on remarque que l'andalousite n'est stable que pour des pressions relativement faibles, inférieures à 5 kbar. Ensuite, cet agencement minéralogique va laisser place soit au distène, si les températures sont faibles, soit à la silimanite, si les températures sont beaucoup plus élevées. À partir d'une certaine densité, seul le distène reste stable, et avec une densité assez forte. Comment expliquer du coup que ces mêmes atomes s'agencent différemment selon les conditions de pression et de température? Regardons ce qui se passe lorsque on a une augmentation de la température. À température ambiante, les minéraux ont une position, les atomes ont une position relative les unes par rapport aux autres qui est assez stable. Mais il y a quand même une agitation thermique. C'est d'ailleurs ce qui permet de déterminer la température. Si l'agitation est plus forte, et on remarque aussi que la distance entre les atomes est elle aussi un peu plus élevée. Si on ajoute cette fois-ci une autre quantité d'énergie, on va logiquement encore plus exciter ces atomes qui vont avoir une grande agitation et une grande distance entre eux. C'est le cas ici, mais on reste à l'état solide puisque statistiquement, ils ont quand même une place déterminée qui constitue un réseau cristallin. Si enfin on augmente jusqu'à éloigner suffisamment les atomes les uns des autres, alors on obtient une structure fluide. C'est la fusion, on obtient un liquide, et là, on n'a plus de place particulière. Vous verrez ici qu'il est indiqué que ça n'est valable que si la pression est suffisante, puisque c'est l'équilibre entre la pression qui va avoir tendance à ramener les atomes les uns à côté des autres, et la température qui va avoir tendance, quand elle augmente, à éloigner les atomes des uns des autres, et la lutte entre ces deux forces antagonistes par rapport aux liaisons interatomiques, eh bien, va déterminer si la pression est très forte, alors les atomes vont être très proches les uns des autres, ce qui va avoir tendance à donner une roche très dense comme le distène, une forte densité, alors que si c'est la température qui gagne, la silimanite aura une densité plus faible pour des pressions égales. Voilà ce qui permet d'expliquer les réarrangements avec la même formule chimique parmi ces trois minéraux.